Madame Hortense Akandji, née d'Adié, qu'on appelait tous maman ou tanti, maire de Port-Boué et personnalité emblématique du PDCRDA, a tiré sa révérence, on se rappelle, le 30 septembre dernier, dans sa 84e année. Ses obsèques ont commencé mercredi 25 octobre et se sont terminées par son inhumation au cimetière de Gulansville, vendredi 27 octobre. Madame Akandji, docteur d'État en pharmacie, compagnon de l'aventure 46, fille de Gabriel Dadié, membre fondateur du PDCRDA, était mariée à Joseph Akandji, ingénieur agronome à qui elle a donné 5 enfants. Madame Akandji a été députée à l'Assemblée nationale de 1965 à 1990 et en même temps vice-présidente de cette même institution. Depuis 1980, elle était le maire de Port-Boué, l'une des 10 communes de la ville d'Abidjan. Cumulativement, avec ses fonctions de maire de Port-Boué, Hortense Akandji a été de 1986 à 1990 ministre de la promotion de la femme. Elle a été également de 1984 à 1991 présidente de l'Association des femmes ivoiriennes, AFI. Pour l'essentiel, elle s'est consacrée à la gestion communale et au développement économique, social et culturel en s'appuyant sur la participation communautaire des populations de Port-Boué où elle était visiblement très populaire. Madame Hortense Akandji était membre du comité central et du bureau politique du PDCRDA qui, à l'instar des populations ivoiriennes, lui ont rendu un hommage mérité. Femme dynamique, elle a reçu des distinctions de grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier de la Légion d'honneur française, grand officier de l'Ordre du Bélier, officier du mérite agricole, commandeur de l'Ordre de la santé publique et commandeur de l'Ordre du mérite sportif. Au Nigeria, 3 femmes se sont faites exploser dimanche 22 octobre au soir à Maiduguri, capitale de l'État du Borno, dans le nord-est du pays. L'explosion aurait entraîné la mort d'au moins 13 personnes et fait 16 blessés. Ce genre d'attaque est malheureusement devenu un épisode fréquent. Les 2 explosions se sont produites le 22 octobre au soir, peu avant 22 h dans un quartier périphérique de Maiduguri. Elles ont été déclenchées par des femmes kamikazes. La première a actionné sa charge près d'un restaurant et la seconde a déclenché sa ceinture près d'un camp de réfugiés. Et puis il y avait une 3e kamikaze dont la ceinture ne s'est qu'en partie déclenchée. L'attaque n'a pas été officiellement revendiquée, mais elle porte toutes les caractéristiques de Boko Haram qui, depuis 2 ans, se concentre sur des attentats suicides et non sur des attaques frontales avec l'armée nigériane. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est rentré à Abidjan le dimanche 22 octobre 2017 après des vacances parlementaires de près de 3 mois. À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'ambiance était très agitée. Un important dispositif de sécurité avait été déployé, toutes choses que n'ont pas apprécié les proches de Guillaume Soro. L'accueil pour ce retour au pays, qui se voulait avant tout familial, a failli tourner au vinaigre. L'ex-ministre des Sports, Alain Obognon, l'ancien directeur de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, Isiaka Fofana, et plusieurs députés ont été bloqués à l'entrée par des gendarmes. Après environ 10 minutes de tractation, ces personnalités ont dû abandonner le véhicule, contraintes de faire le reste du trajet à pied. Ce retour au bécail de Guillaume Soro intervient dans un climat politique délétère marqué par l'incarcération de son directeur de protocole, Solomon Kamara, dit Soul to Soul, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka dans le cadre de l'affaire d'une cache d'armes découverte à Boaké en pleine mutinerie au mois de mai dernier. Soro a ensuite déclaré « Je suis de retour en Côte d'Ivoire, je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer à l'apaisement, mais aussi, surtout, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. » Maintes fois repoussé, le projet de création d'une monnaie unique au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a fait l'objet le 24 octobre à Niamey d'une réunion d'un comité composé des présidents Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo, Ghana, et de Mahamadou Issoufou, Niger.
Les 3 chefs d'État mandatés par leurs pairs de la sous-région ont examiné les résultats du groupe de travail mis en place depuis plus de 3 ans en vue d'atteindre l'objectif de créer une monnaie commune en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de cette sous-région s'étaient alors accordés sur un projet prévoyant la création en 2 phases d'une monnaie unique. Première phase, les pays membres de la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, ZMAO, que sont la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone, devaient lancer à l'horizon 2015 une monnaie unique appelée l'ECO. La deuxième phase du projet consistait à fusionner la ZMAO avec l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, dont les pays membres ont déjà en commun le franc CFA, qui fait couler en ce moment beaucoup d'encre et de salive. L'objectif était qu'en 2020, tous les pays membres de la CEDEAO utilisent une même et unique monnaie. Cette échéance a été repoussée en 2030. Conformément à l'article 155 de la Constitution, le Sénat espagnol a autorisé par un vote la mise sous tutelle de la Catalogne vendredi 27 octobre, moins d'1 heure après la proclamation de l'indépendance par le Parlement catalan. Le chef du gouvernement espagnol, le conservateur Mario Rajoy, a officialisé cette prise de contrôle sur la région à l'issue d'un conseil des ministres tenu le même vendredi 27 octobre. L'état de droit restaurera la légalité en Catalogne, a déclaré le Premier ministre espagnol après le vote du Parlement catalan proclamant ainsi l'indépendance de la région avec 70 voix favorables sur 135 députés. La dernière tentative de la Catalogne pour déclarer son indépendance remonte à 1934. À cette époque, le président Luis Companys avait proclamé une république catalane au sein même de la République fédérale espagnole. Une fois adoptée par référendum, la nouvelle constitution burundaise va permettre au président Nkurunziza de briguer un 4e mandat en 2020. Le projet de réforme constitutionnelle adopté mardi 24 octobre en Conseil des ministres était déjà dans le tuyau depuis plus de 6 mois à la fin du dialogue interne, une sorte de consultation populaire organisée en l'absence de la quasi-totalité des forces de l'opposition et de la société civile indépendante qui sont partis en exil depuis belle lurette. Pour rappel, l'article 96 qui limite à 2 quinquennats les mandats présidentiels va malheureusement sauter. La nouvelle mouture de la constitution burundaise prévoit que le président sera élu pour 7 ans renouvelables, même s'il ne peut pas briguer plus de 2 mandats successifs. Du 18 au 21 octobre 2017, Paris a accueilli la première édition du Salon du livre d'art des Afriques. Ce rendez-vous culturel, organisé par l'Espace La Colonie en collaboration avec la revue d'art Africada et l'African Art Book Fair, a été un moment de découverte et d'échange réunissant éditeurs, indépendants, artistes, collectionneurs et grand public. Cet événement a drainé du monde et permis à plusieurs artistes et écrivains d'exposer leurs œuvres au public. Des auteurs et artistes tels que Christelle Danjoa du Togo, Michel Ange-Quay de la Martinique, Rachida Madani du Maroc et bien d'autres ont tenu les visiteurs en haleine. Rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour une autre édition du Salon du livre d'art des Afriques. Plus de 950 migrants ouest-africains ont été expulsés dans la semaine du 16 au 22 octobre dernier par l'Algérie, selon plusieurs sources nigériennes. Une nouvelle vague d'expulsion qui déplaît énormément du côté de Niamey de la région d'Agadez au Niger, où se situe le centre de transit pour migrants. Rien que ces 2 derniers mois de septembre et d'octobre, environ 2800 Nigériens et quelques 5000 Ouest-Africains auraient connu le même sort.
Déposés dans le no man's land entre l'Algérie et le Niger, ils ont dû traverser des zones désertiques, souvent à pied, parfois en stop, pour rallier les localités nigériennes les plus proches. Parmi les 955 migrants expulsés la semaine du 16 au 22 octobre, il y a 300 Maliens et aucun Nigérien. La France a appelé mercredi 25 octobre l'opposition et le gouvernement togolais à un dialogue immédiat pour aboutir à des réformes politiques et à demander à Lomé de respecter le droit de manifester. Alors que les violences politiques ont fait en à peine 2 mois au moins 10 morts, dont 2 militaires et 3 enfants selon Amnesty International. Le département d'État américain s'est dit pour sa part profondément préoccupé par l'escalade de la violence et les atteintes à la liberté d'expression. Mardi 24 octobre, lors d'un sommet de la CEDEAO à Niamey qui a réuni les présidents du Niger, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana et du Togo, la crise togolaise a été évoquée. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.